On va demander donc au vainqueur du trophée Meilleure Recherche en protection de l'enfance 2019 de monter sur scène. Je vous propose de l'applaudir. C'est Monsieur Falilouba. Voilà. Alors, Monsieur Falilouba va nous présenter en quelques minutes donc sa recherche. C'est pour le diaporama. Et puis après, on lui remettra le trophée. Voilà, merci beaucoup. Merci au CNAEMO pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez de présenter une partie de mes travaux de thèse à cette assemblée de spécialistes. Et surtout, merci pour votre mobilisation, les acteurs en présence ici, au service de l'enfant. Alors, en écho à cette thématique de la protection universelle de l'enfant, je voudrais questionner la non-protection de l'enfant qui semble aujourd'hui être un mal africain. En effet, je vais insister davantage sur la mendicité des enfants talibés au Sénégal, sur fond de confiage à des marabouts de Dara. Situons le contexte. Le continent africain est subdivisé en 5 régions. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, qui est notre zone d'étude. Nous nous intéressons aux 10 pays francophones sur les 15 que compte la région ouest africaine, pour des caractéristiques communes, évidentes, même langue officielle et même passé colonial, mais surtout pour les raisons de leur continuité culturelle, avec des conceptions et des pratiques similaires, de peuplement identique et de complémentarité à l'échelle régionale. Nous y ajoutons 3 pays non francophones, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie, surtout pour la proximité géographique avec le Sénégal qui est notre principal lieu d'étude. Donc notre zone d'étude couvre les pays suivants, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Alors, en dépit des liens séculaires qui les lient, ces pays véhiculent en commun des positions assez polémiques sur certaines questions sociales, dont celle des droits de l'enfant. En effet, il y a une idée qui est largement répandue dans ces pays, c'est que l'enfant n'est pas un sujet de droit, mais c'est plutôt un objet de droit. Et je dois ici préciser que l'enfant est bien un sujet de droit. Mais cette philosophie ancrée en Afrique ouest francophone dérive sur un maltraitement des enfants, sur des formes et des manifestations qui sont diverses et qui sont atroces les unes et les autres. Mais à force d'être désignés sous forme de périphrase, comme enfants de la rue, enfants victimes, ces formes de maltraitance finissent, à cause de la généralisation, par devenir banalisées et perdent du coup leur gravité empirique et l'impact émotionnel de leur intensité. Aussi, pour redonner leur degré de monstration à ces formes de maltraitance, désignons chacune des formes de maltraitance par son vrai nom. Ainsi, nous avons procédé à une cartographie des formes de maltraitance de l'enfant africain qui est spécifique pour chaque pays. Ainsi, en promenant notre curseur sur la carte de l'Afrique, de l'Ouest francophone, voilà ce qui est apparu à nos yeux, d'un pays à l'autre. Au Burkina Faso, nous avons des enfants orpailleurs qui travaillent dans les mines. Ils seraient 700 000 âgés de 5 à 18 ans à travailler sur les sites d'extraction informels. Ils s'installent dans la plus grande promiscuité, en dehors de toute infrastructure sanitaire et sans accès aux services publics de base. Beaucoup mettent leur avenir en danger dans ces espaces de non-droit et même les enfants scolarisés se laissent attirer par le mirage de l'or. Ces enfants sont présents sur toute la chaîne d'exploitation pour des gains dérisoires au vu de la durée, plus de 10 heures de travail par jour et des conditions de travail exécrables. Ils descendent dans des galeries
parfois à 60 et à 80 mètres de profondeur, sans casque ni gants. Sur ces collines perforées, les éboulements ne sont pas rares. Le travail dans les galeries se fait au péril de leur vie. On les voit ici, en plein travail. Le Haut-Bénin, c'est plutôt des enfants esclaves ou domestiques qu'on rencontre. Alors ces enfants, on les voit surtout, c'est des marchands ambulants dans les marchés de Cotonou. On les appelle surtout des vidémagons ou des enfants placés. Une sorte de préceptorat dans les temps modernes, mais qui s'est transformé au fil du temps en un véritable esclavage moderne. Le phénomène des vidémagons, aujourd'hui, c'est de petits enfants ambulants, des commerçants dans le marché international de Cotonou. Âgés de 5 à 15 ans, ils sont vendus ou loués pour quelques dizaines d'euros et ils finissent par être vendeurs ambulants sur ce marché-là, la plus grande ville du Bénin. Ils sont également parfois envoyés dans d'autres pays de la sous-région où ils sont aussi exploités. Selon l'Office international sur les migrations, il y a 40 000 petits esclaves au Bénin. Là aussi, on les voit dans les marchés de Cotonou en train de vendre. En Côte d'Ivoire, un autre phénomène apparaît, c'est les enfants microbes. Comme on les voit, c'est de véritables gangs. Ces enfants microbes sont âgés en majorité de moins de 18 ans, avec un mode opératoire similaire aux gangs. Munis des armes blanches, des machettes, des couteaux, ils agressent, ils pillent, ils tuent les populations ivoiriennes. Alors, il y a une opération qui a été menée par les policiers ivoiriens en 2016, appelée l'opération Épervier, et en 3 mois seulement, plus de 11 500 jeunes ont été interpellés, des centaines d'armes ont été saisies, dont les armes à feu, 166 fumoirs ont été fermés et 2 950 tonnes de cannabis confisquées. Comme on les voit, ils sont super armés et empêchent aux Ivoiriens de dormir. Au Niger, il y a les enfants abandonnés. Parce qu'ils ne sont pas pareils à nous tous. Ils sont différents. Et un enfant abandonné, c'est un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans et qui se trouve chez des parents inconnus. C'est des jeunes filles souvent qui se laissent enliser dans une relation qui finissent par un enfant sur les bras et un père qui refuse d'assumer sa responsabilité. Et en Afrique, on crie au déshonneur. Et souvent, ces mères célibataires sont souvent chassées par leur famille et n'ont aucune issue, sauf s'enfuir vers une autre ville pour accoucher en cachette. Il y a aussi des enfants handicapés. Donc ces enfants, issus de ces genres de drames, sont condamnés à vivre en marge de la société, privés même d'un nom de famille. Certaines mères les abandonnent à l'orphelinat, suite parce que simplement elles ne peuvent pas les prendre en charge et plus tard, elles ne peuvent pas aussi les inscrire à l'école. Et c'est souvent les orphelinats qui viennent à la rescousse. Au Togo, c'est le phénomène des enfants sorciers, ou plutôt les enfants qui sont accusés de sorcellerie. Parce qu'en fait, ils sont nés différents et pour la plupart du temps, ce sont même leurs parents et même les enseignants qui les accusent de sorcellerie. Et ces enfants, finalement, sont maltraités, brûlés et chassés de la maison. Parfois, ils finissent par être tués, violés, exploités et même finalement tués par d'autres enfants de la rue et par adultes sous aucune forme de procès. Donc on les voit, c'est des enfants qui sont un peu différents. Au Sénégal, le phénomène, c'est les enfants mendiants ou talibés. Bien que le terme est d'origine arabe, au sens étymologique, le talibé est un élève qui apprend le Coran. Dans sa forme actuelle, c'est une invention sénégalaise. Les derniers chiffres font état de 72 000 enfants encore victimes de mendicité dans tout le pays, avec comme principale zone d'arrivée d'enfants talibés et de leurs marabouts de Dara, les centres urbains, dont Dakar, pour leur opportunité économique. On les voit, quand quelqu'un débarque à Dakar, la première chose qu'il voit, ce sont ces enfants-là qui, du matin au soir, parsèment les paysages des villes du Sénégal. Ce sont des garçons dont la vaste majorité ont moins de 12 ans et beaucoup n'ont pas plus de 4 ans, qui traînent en petits groupes dans les rues.
Ils se faufilent à travers la circulation et attendent devant les centres commerciaux, les marchés, les banques et les restaurants, vêtus de chemises trop grandes, sales et déchirées, souvent pieds nus. Ils tendent une sébile en plastique ou une canette vide dans l'espoir de recevoir une aumône. Donc on les voit parcourir les rues de Dakar. Mais ce phénomène, bien que constaté au Sénégal, n'est pas spécifique au Sénégal. Il est observable également aux alentours du Sénégal, dans les pays frontaliers, comme en Gambie, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, au Mali, en Guinée-Conakry. Et tous ces pays, en réalité, sont des pays qui sont pourvoyeurs d'enfants talibés pour le Sénégal. C'est quoi? C'est en réalité, quand on interroge ces enfants, la plupart viennent des pays frontaliers. À Dakar, seulement, environ la moitié des talibés interrogés sont originaires du Sénégal. Les autres viennent de la Guinée-Bissau. À Saint-Louis du Sénégal, ils viennent aussi de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie. À Thiès, une région du Sénégal, quand on les interroge, certains viennent de la Gambie et quelques-uns de la Guinée-Bissau, du Mali et de la Mauritanie. À Mbour aussi, certaines viennent de la Gambie. Donc, en fait, ils parcourent de leur pays avec un itinéraire international quittant la Mauritanie, le Mali, la Guinée, pour venir au Sénégal, principalement à Dakar, pour la mendicité. Toutefois, dans ce monde cosmopolite d'enfants mendiants et vulnérables, les enfants talibés occupent une place centrale. Ils sont presque 90%. Alors, on penserait que c'est le confiage qui est la source originelle des enfants talibés. Le placement d'enfants par leurs parents dans une autre famille est un phénomène qui est ancien en Afrique. Ce terme confiage désigne des enfants, finalement, qui ne sont pas des descendants directs de première génération du chef de ménage ou de ses épouses. M. Younousi dit à ce propos que le confiage, qui est encore appelé placement ou transfert des enfants, constitue un trait traditionnel des systèmes familiaux africains, qui se pratique sur la base du respect de certaines règles. Le concept enfant confié, enfant placé ou enfant transféré se rapporte à une forme d'organisation finalement sociale qui intègre l'enfant dans un système d'échange entre familles avec pour objet sa socialisation et son éducation. Mais ça, c'est le type de confiance qui est jadis pratiqué en Afrique de l'Ouest. Et bien que ce soit dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est au Sénégal que le phénomène s'observe davantage. Parce que les statistiques des enquêtes démographiques et de santé de 2014 nous disent qu'il y a 18% d'enfants confiés au Mali et au Burkina, 19 à 22% d'enfants confiés en Mauritanie, au Niger, au Bénin et au Togo, entre 23% et 30% en Côte d'Ivoire, 30% et 35% en Guinée-Conakry, mais ces taux-là atteignent des proportions de 35% et plus pour le Sénégal. Alors, quelle est l'évolution maintenant du système de confiage? Au plan théorique, tout le monde, au Sénégal, en Afrique, quand vous leur dites le confiage, l'hypothèse, elle est négative. C'est plutôt que le confiage véhicule, en réalité, une porte ouverte à la maltraitance des enfants. Mais il y a aussi le confiage spécifique des enfants talibés qui est considéré comme un élément déterminant dans le processus qui conduit les enfants talibés à la mendicité dans les rues. C'est presque le facteur déclencheur du système. En effet, si le confiage est d'origine noble, avec des visées éducatives, formatives et sociales, il est advenu qu'avec le temps et les crises économiques et de valeurs, la pratique de confiage aurait connu une évolution plutôt différente par rapport aux objectifs et aux attentes originelles. Mais cette hypothèse négative largement répandue est ainsi schématisée. De manière générale, le confiage se fait comment? C'est des parents biologiques qui, pour des déterminants motivationnels d'ordre économique, social, familial ou scolaire, confient leurs enfants à des tuteurs, qui sont des parents, des proches connaissances ou des institutions spécialisées, avec pour attente de mettre l'enfant à l'abri de la précarité pour une éducation ou pour resserrer les liens familiaux, mais aussi pour une promotion scolaire ou sociale. Et il est prétendu que cela découle ou bien cela dérive
vers des exploitations, de la maltraitance, des déviances et de l'échec scolaire. Pour ce qui est du système de confiance des enfants talibés, c'est le même principe. C'est les parents biologiques qui vont, pour des déterminants motivationnels d'ordre économique, socio-religieux, confier leurs enfants à des tuteurs qui ici s'appellent les marabouts de Dara ou des maîtres coraniques. Pour attente, c'est les mettre à l'abri de la précarité, mais surtout pour leur faire acquérir des savoirs islamiques et une formation à la vie. Parce qu'aller au Dara, c'est pouvoir être formé à l'humilité, à l'endurance. Cette forme de maltraitance est perçue comme formatrice, finalement. Et la conséquence, aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que ces enfants-là sont soumis à la mendicité et à l'exploitation économique. Parce que dans les rues de Dakar, ils passent toute la journée à quémander. Mais pour autant, cette opinion correspond-elle toujours à la réalité, dans la pratique, dans les faits? Pour apprécier l'évolution du système de confiage sous un angle, cette fois-ci, pas d'hypothèse, mais scientifique, les données à la base de notre analyse sont tirées de 3 grandes sources de données périodiques au Sénégal. Il s'agit du recensement de la population 2013, les enquêtes démographiques et de santé 2014 et le baromètre Djangando 2014 et 2016. Ces sources dénombrent 641 486 enfants confiés au Sénégal en 2013, soit un taux de confiage de 10% d'enfants de moins de 18 ans. Mais il faut qu'on s'interroge sur la corrélation maintenant entre confiage et les attentes. D'abord, confiage et scolarisation. Parce que l'objet principal du confiage demeure l'éducation de l'enfant. On confie l'enfant à une autre famille pour lui permettre d'aller à l'école. Et ce motif concerne 40% des enfants touchés par l'étude au Sénégal. Comme résultat, la majorité des enfants confiés au Sénégal ont débuté leur scolarisation avec leur famille d'accueil. 66,1% d'entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, 94,6% des enfants placés au Sénégal sont encore à l'école. Il faut comprendre le système. Les écoles étant concentrées dans la capitale, les milieux ruraux n'ont pas forcément d'école, alors tout le monde confie son enfant pour aller à l'école. Il y a aussi, par rapport aux autres attentes, on peut aussi confier parce qu'il y a décès. Les parents biologiques de l'enfant meurent et l'alternative qui est trouvée, c'est de confier aux autres membres de la famille. 15%. Dans certains cas aussi, on confie par cause de pauvreté. Il y a 9%. Or, dans ces différents cas, les résultats, il s'avère que certains enfants sont exposés à différents types de travaux. Il y a 18,5% des enfants confiés qui ont une occupation. 26% sont dans l'apprentissage de métier. 6% font du commerce et 11% participent aux travaux champêtres. Pour ce qui est du cas spécifique des enfants talibés, qui concerne la deuxième cause de confiage des enfants au Sénégal, avec 16% d'enfants touchés, 7% des enfants confiés dans les daras se retrouvent soumis à la mendicité. Pour confirmer ce que nous avions dit auparavant, que sur le chemin qui mène les enfants à la mendicité et à la rue, la première étape coïncide bien avec l'acte par lequel les parents confient leurs enfants à des marabouts de Dara, pour des raisons économiques ou socio-religieuses. Ainsi, en connaissance ou non des conséquences de leurs décisions, de leurs actes, en complicité ou par ignorance, ils ouvrent la voie à l'exploitation économique de leurs enfants, ses parents. Alors, dans ce cas, on pourrait supposer, mais s'il n'y a pas de confiance des enfants aux marabouts, alors peut-être peu ou pas de risque de mendicité des enfants talibés. C'est d'ailleurs pourquoi, dans nos travaux de thèse, nous avons voulu retourner dans ces régions pourvoyeuses d'enfants talibés. Parce que pour nous, la solution, ce serait à ce niveau-là. Si on bloque le problème à la source et arriver à faire de sorte que ces enfants, ces parents biologiques ne confient pas les enfants à des marabouts, qui les amènent en ville pour les soumettre à la mendicité, peut-être on aurait un début de solution. Mais attention, ce n'est pas seulement on confie à des marabouts, des enfants talibés à des marabouts, on confie aussi pour autre chose, comme on vient de le dire. D'ailleurs, c'est pourquoi, en conclusion, nous nous sommes posé cette question, mais ce confiage-là, aujourd'hui, est-ce qu'on doit le maintenir ou on doit l'abandonner? En tout cas, l'hypothèse générale qui est avancée, c'est que le confiage connaît aujourd'hui une déviation péjorative. Ce qui a été à l'origine
noble, aujourd'hui est déviée. Mais les conclusions sectorielles que nous avons tirées après analyse nous disent que, par exemple, pour ce qui est du confiage scolaire, alors l'hypothèse est infirmée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos sources ont montré que le confiage facilite globalement la scolarisation des enfants. Mais pour ce qui est du confiage économique, alors l'hypothèse est confirmée parce que les enfants confiés sont soumis à de l'exploitation économique. On note que les garçons sont mis à contribution dans les travaux champêtres, dans l'apprentissage de métiers, alors que les filles se consacrent aux travaux domestiques. Quant au confiage familial, là, on confie à des membres de la famille. Là, souvent, ces membres de famille entretiennent et éduquent les enfants qui leur sont donnés. Donc, là, l'hypothèse aussi est infirmée. Mais pour le confiage socio-religieux qui est relatif aux enfants talibés, l'hypothèse est confirmée parce que les enfants talibés sont souvent réduits à la mendicité forcée. Donc, comme on peut le voir, les résultats dans l'ensemble sont mitigés. Au vu de ces résultats, maintenant, quel sort réservé au système de confiage des enfants en Afrique et au Sénégal? Il faut rappeler que c'est un phénomène culturel au Sénégal, le confiage. Et d'après les résultats qu'on vient de voir, on pourrait dire, mais on peut le maintenir, mais sous des conditions. Il faudrait en fait que nous allions résolument vers des conditions d'encadrement social et juridique de cette procédure. Ce qui n'existe pas. Ça se fait de gré à gré. Il faudra des règles de suivi rigoureuses avec un cahier de charges bien défini qu'on impose et qu'on oppose aux familles d'accueil. Et il faudrait un contrôle strict et périodique accompagné de sanctions en cas de nécessité. En réalité, il faudrait qu'on aille vers une formalisation de ce confiage-là. Peut-être qu'on va utiliser et avoir des expériences d'autres pays qui en ont l'habitude, mais faire de sorte que ce confiage-là soit encadré, mais sans perdre en fait sa dimension sociale. Parce que au Sénégal et en Afrique, le confiage est un phénomène culturel. Merci de votre attention. Alors, il y a quelques jours, Falilouba m'a écrit un mail en me demandant si on allait tourner une vidéo, etc. Donc, toutes les interventions sont filmées. Vous les retrouverez d'ailleurs d'ici quelques jours sur notre chaîne CNAIMO TV sur YouTube, puisqu'il va se servir aussi de ce qu'il a fait ici pour plaidoyer auprès d'ONG, auprès de gouvernements dans plusieurs pays africains. Et donc, on est très fiers de contribuer à ça. Alors voilà, je vous remets le trophée de meilleure recherche en protection de l'enfance 2019 pour votre très brillante thèse. Malheureusement, il a fallu l'expliquer, on lui a donné 15-20 minutes, hein, il aurait pu faire beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, nous, on est très fiers de vous remettre ça, notamment dans le contexte de cette année sur la thématique de l'universalité. Et je suis sûr que votre thèse va servir à beaucoup de choses, en tout cas pour vos plaidoyers futurs sur le confiage encadré. C'est ce que je retiens un petit peu. Ce que je retiens aussi, c'est la phrase que vous avez dite sur l'enfant n'est pas un sujet de droit, mais un objet de droit, pardon, mais un sujet de droit. Voilà. Voilà, je vous remets le trophée et on peut encore l'applaudir très 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 fort. Merci beaucoup. Je suis très heureux, je suis ravi, je suis honoré de recevoir ce prix du CNAIMO. En fait,
ce prix-là, pour moi, est une invite à persévérer dans le travail de la protection de l'enfant que j'ai débuté avec cette thèse qui a été encadrée par M. Vincent Meyer ici et Mme Françoise Bernard d'Aix-Marseille Université. Ces 5 ans d'efforts qui ont été consentis avec 1500 pages d'écriture, c'est une thèse hors norme, c'est vrai, mais une thèse que j'ai écrite avec beaucoup de passion parce que cette problématique-là est une problématique majeure au Sénégal, franchement. Donc je remercie encore le CNAEMO et je pense que ceci est un début de partenariat parce que tel que c'est organisé, tel que c'est maintenu, je pense que nous avons besoin ainsi de ces expériences au Sénégal, en Afrique, pour pouvoir mieux lutter contre la maltraitance des enfants. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que je reçois ce prix avec beaucoup d'émotion parce que une thèse aussi, c'est un terrain de recherche. Alors, mon terrain de recherche a été dans le Sénégal des profondeurs et j'ai un doyen, un enseignant à l'École nationale d'économie appliquée où j'exerce, qui est une filiale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'appelle M. Ibrahima Gaye, qui a beaucoup travaillé sur la protection de l'enfant, les enfants de la rue au Sénégal, en Afrique. Et ce doyen-là m'avait indiqué le terrain de recherche approprié pour faire mes recherches. Je l'ai quitté le lundi à Dakar, il était malade, il était à l'hôpital. Je voulais... Merci. Je voulais faire vite, parce qu'il était mal en point, je voulais faire vite, recevoir ce prix et aller lui montrer ce prix. Malheureusement, hier nuit, on m'a appris qu'il est décédé. Et qu'aujourd'hui même, au moment où je parle, il est en train d'être inhumé au cimetière de Dakar. Donc, en son mémoire, je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour le doyen Ibrahima Gaye qui a écrit de belles choses pour la protection de l'enfant au Sénégal. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Mais moi aussi, pour vraiment terminer, moi je viens du Sénégal et qui connaît le Sénégal, c'est que c'est le pays de l'hospitalité, le pays de la teranga. Alors quand on nous donne, on est très sensible à ce qu'on nous donne, mais on a envie également de partager et nous aussi de redonner. C'est pourquoi nous avons aussi pensé faire un cadeau au CNAEMO pour le travail qui est abattu pour la protection de l'enfant. Donc c'est un petit tableau que je voudrais que soit affiché au centre pour que ça puisse quand même rappeler en fait ce prix-là, mais également mes remerciements à votre endroit. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On le mettra au siège du CNAEMO. Merci Falilou.